Dans la série des rois sans couronne, aujourd'hui, on va parler d'une reine sans couronne. On va parler de Nona Gaprinashvili, qui est une joueuse géorgienne qui est née en 1941, donc elle est toujours en vie. Elle est assez âgée, elle joue plus trop, je pense, mais elle est toujours bien classée. C'était la championne du monde de 1962 à 1978 et c'était surtout la première joueuse à obtenir le titre de grand maître mixte aux échecs, puisqu'il y a des titres féminins et des titres masculins. Elle a obtenu le titre de GMI donc mixte, et c'était la première joueuse de l'histoire, et du coup elle s'inscrit un peu dans la lignée de Vera Menchik dont on a parlé il y a quelques semaines, c'est-à-dire que c'était une joueuse un peu universelle qui faisait la compétition avec les meilleurs grands maîtres de l'époque, mixte quoi. Et elle a défendu l'URSS de 1963 à 1990 dans les Olympiades, et surtout, elle était tellement forte pour l'époque, elle a fondé en gros la tradition géorgienne quoi, du jeu, puisque en fait ce qu'il faut savoir, c'est que si l'URSS a dominé les échecs mondiaux pendant une grande période avec tout un nombre en ayant le plus gros nombre de grands maîtres et de joueurs titrés possibles, et surtout de champions du monde comme on sait, il y avait en particulier en Géorgie une forte tradition chez les femmes pour le jeu d'échecs. Et c'est ce qui explique que donc elle va dominer pendant plusieurs décennies les titres mondiaux féminins, et elle va être remplacée par une autre géorgienne qui s'appelle Maya Chiburdanidze, dont on parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Et les deux ont en gros obtenu le niveau de grand maître, donc voilà, niveau 2500 Elo, hyper fort, à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Et on a entendu parler de cette joueuse, donc de Nona Gaprinashvili récemment, à travers la série du jeu de la dame que la plupart d'entre vous doivent connaître, puisque dedans il était fait mention d'un truc un peu obscur selon quoi elle aurait toujours refusé de jouer contre les mecs, contrairement à Bess Harmon, l'héroïne de la série. Et donc Gaprinashvili n'a pas voulu se laisser faire, parce que c'est évidemment faux, elle a joué toute sa vie contre des hommes et contre des femmes, et donc elle a intenté un procès à Netflix, etc. Bref, donc elle était on avait entendu parler d'elle il y a quelques années à cause de ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer une partie qu'elle a jouée contre Lazarevic, qui est une joueuse yougoslave dans un tournoi de Yougoslavie en 61, donc c'était avant qu'elle démarre sa domination complète, juste avant qu'elle soit championne du monde, donc Gaprinashvili. Elle joue contre une forte joueuse en face yougoslave, et c'est une partie où elle a les noirs et où on va voir toute l'abnégation et l'envie de gagner qui l'habitait, et qui explique sûrement ses bons résultats aux échecs et le fait qu'elle soit devenue championne du monde dans la foulée. On se retrouve donc pour la partie de Gaprinashvili contre Lazarevic. C'est une partie, bon, pareil comme d'habitude, l'ouverture, vu que c'est des vieilles parties, il y a souvent à dire, à boire et à manger quoi, dans les séquences d'ouverture. On va passer un peu sur le début. C'est une position assez fermée, et c'est la position que vous allez avoir sous les yeux qui m'intéresse à partir en gros de ce moment-là. Et là, cette position, elle est intéressante parce que stratégiquement, c'est une structure de pion qui est un peu rare, qui est un peu liée au fait que la partie est commencée par F4, qui donne un peu ce genre de position chelou, quoi. Et là, Gaprinashvili, elle a les noirs, elle a un fou en H6 qui est un peu bizarre, c'est-à-dire celui-là. Il y a que la colonne D d'ouverte où elle a ce cavalier, pour l'instant, qui est en prise, qu'elle doit protéger. Elle a un problème avec son mauvais fou qui est en C8, qu'elle va essayer de sortir par là. Et en fait, si on arrive à sortir le fou sur la grande diagonale avec le roi qui est en G2, on va pouvoir poser des problèmes aux blancs rapidement, en fait, dans cette position. Donc là, ils ont continué comme ça, tour D8, cavalier prend, tour prend, dame B3, et là, il y a la première prise de risque de Gaprinashvili qui voulait absolument pas faire nul, même avec les noirs contre une joueuse même de top niveau à l'époque, elle voulait absolument gagner toutes ses parties. Donc elle joue un coup un peu risqué, c'est-à-dire qu'ici, moi je pense que je jouerais peut-être fou B7, je serais content de ma position, elle joue fou F8, qui est un plan ambitieux, elle veut repositionner son fou de l'autre côté, fou E3, fou C5, et là elle commence à prendre un peu de risque. Et donc, à l'issue de cette séquence-là, que vous voyez, tour prend, cavalier prend, les blancs jouent dame prend B5, ils ont enfin gagné le pion B5 qui était un peu faible, et que les blancs, sur lesquels les blancs lorgnaient depuis le début. Mais en fait, après dame prend B5, on va dire qu'il y a deux philosophies, deux types de joueurs, quoi. Il y a des gens qui ici joueraient rationnellement en se disant en fait on va accepter qu'on a perdu ce pion, et en fait l'idée des blancs c'est quoi? C'est de dire le fou C8 est en prise, et donc si les noirs échangent les dames après fou prend, qu'ils essayent de gagner le fou, en fait il y a tour prend C8 tout simplement, et là on a une finale avec un pion net de plus ici en B2, la tour en C8 qui est infiltrée, qui est dans le camp des noirs et qui fait échec, donc on a le temps de protéger B2 après, cette finale devrait gagner sans problème pour les blancs. Et évidemment, dans cette position-là, elle aurait pu tout simplement se dire Gaprinashvili, je vais changer les dames une fois, ici, mais je vais pas prendre le fou en B5 ensuite, je vais juste jouer fou B7 et défendre une finale avec un pion de moins, il n'y a pas de pion passé pour les blancs, il y a du jeu sur la grande diagonale avec le fou B7 qui est aligné avec le roi G2. A priori, elle devrait se faire confiance pour se dire qu'elle va réussir à tenir la nulle et que ça va rouler. Je pense que ce serait le choix que feraient beaucoup de forts joueurs. Mais ici, vu que c'était une joueuse hyper ambitieuse et qui voulait gagner absolument, elle a pris un risque incroyable en faisant un pari un peu. Elle s'est dit qu'elle allait jouer dame E3. Et dame E3, comme vous voyez, en fait, ça
tout de suite, ça choque comme coup parce qu'on laisse la tour en B8. Et donc, elle file une tour nette dans la position en se disant qu'elle va avoir énormément de jeu sur le roi des blancs. Et c'est ce qu'on va voir dans la séquence qui suit, c'est-à-dire qu'avec les blancs, Lazarevic, elle a un peu paniqué, elle n'a pas su défendre parce que la position était très compliquée. Et le pari, en gros, des noirs, c'est de se dire peut-être que Dame E3, c'est pas le coup le plus correct qui soit, mais en fait, ça va faire paniquer les blancs et les blancs vont pas savoir défendre. Dame prend B8, donc maintenant on a une tour et un pion de moins avec les noirs. Dame prend E2, on récupère la qualité avec échec. Et là, déjà, c'est un peu tricky parce que, évidemment, le roi, il faut qu'il choisisse une case safe et il n'y en a pas 1000. Si elle va en H1, ben, on va prendre sur échec, donc c'est pas souhaitable. Si elle va en G1, il y a Dame E3 échec. Et quand le roi repart, Dame prend C1, protège pile à temps le fou en C8. Donc là, pour l'instant, la combinaison a l'air de marcher pour les noirs. Et donc en fait, dans cette position-là, sur Dame prend E2, le roi il est obligé de monter se cacher en H3. Et donc là, on a une position un peu bizarre où en gros, on dirait que le roi, une fois qu'il est en H3, il n'y a plus de jeu et que les blancs ont réussi à garder leur roi safe et à l'écart. Et en fait, la position elle est plus compliquée que ça, parce que là, il y a un très joli coup qu'elle avait vu évidemment avec les noirs, Gaprinashvili. Elle joue le coup roi G7. Et roi G7, vous pouvez prendre un peu de temps pour essayer de comprendre les idées, mais c'est très piégeur quoi, comme coup, parce que là, les blancs avaient un peu le dernier moment pour faire nul, pour essayer d'attraper la nulle. C'est-à-dire que là, les blancs auraient pu tout simplement jouer tour C7, sacrifier la qualité en gros, avec l'idée que cette position-là, en fait, il va y avoir un perpétuel, parce que les blancs vont pouvoir s'infiltrer avec leur dame et répéter des échecs ici et commencer à chasser le roi. Il y a beaucoup de chances de perpétuel sur les deux rois en fait qui sont exposés. Mais en fait, à la place de ça, sur roi G7, avec les blancs, elle a voulu jouer pour le gain. Alors elle aurait pu aussi jouer dame B3 qui était sans doute le meilleur coup pour rapatrier la dame et essayer de limiter le contre-jeu des noirs. En fait, elle a été hyper gourmande avec les noirs, elle s'est dit je vais manger le pion A7, donc là maintenant elle a tour, enfin elle a qualité et 2 pions de plus avec les blancs, sauf qu'en fait après dame prend A7 échec, ce qu'elle avait raté, c'était qu'après roi H6, donc vous notez au passage qu'il y a une position rigolote avec le roi en H6 et le roi en H3, c'est très très rare d'avoir cette configuration-là. En fait, le roi de Gaprinashvili en H6, ça devient une pièce d'attaque. C'est pas une pièce, c'est pas juste un roi qui a fui, qui s'est barré sur le côté. C'est un roi dont elle va servir pour attaquer les blancs en fait. Et ça, c'est ce qui avait échappé à Lazarevic avec les blancs. Et dans cette position, elle avait juste prévu de rapatrier sa dame, vous voyez comme ça, et de commencer à protéger le cavalier en F3 pour éviter les problèmes ici. Sauf que très très vite, en fait, ça va arriver quoi, sur le roi des blancs. Parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs motifs ici dans la position. Il y a monter le roi pour essayer d'enfermer celui-là et essayer de lui faire mat. On dirait qu'il n'y a rien de concret, mais ça va vite. Et il y a d'autres idées un peu cachées. Par exemple, on peut penser à fou A6 avec l'idée de faire plus tard dame F1 et mat, si on a le roi en H5 par exemple. Donc ça va très vite en fait le contre-jeu. Donc roi H5, dans la partie elle a joué tour E1. Et sur tour E1, en fait, les noirs gardent la pression sur la seconde rangée, ils jouent juste dame F2, et ça commence à chauffer de plus en plus là. On voit que ça se resserre autour du roi blanc. Dame D3, pour rapprocher une pièce de la défense, et surtout proposer peut-être un échange de dames plus tard, ou chasser la dame en F1, soit en jouant tour F1, soit dame F1. Mais en fait, ici, vous pouvez mettre pause, essayer de trouver le coup des noirs. Puisque c'est la dame des blancs D3 qui nous embête, qui défend le roi et qui fait tenir un peu la position des blancs, il faut chercher le moyen le plus concret, même le plus absurde, le plus con parfois, pour écarter cette pièce qui nous embête. Et si on réfléchit comme ça, on commence à considérer des coups un peu absurdes qu'on n'aurait pas considérés autrement, quoi. Et là, en l'occurrence, le coup fou A6, qui vient attaquer la dame, fait hyper mal aux blancs. Parce que dans la position, le piège, c'est qu'après dame prend A6, là on dirait qu'on a une tour et 2 pions de plus, on dirait que c'est complètement gagné, sauf qu'en fait, il y a un très joli coup dans cette position, il y a cavalier prend F4, le roi est coincé, donc on est obligé de prendre, et après la prise, dame prend F3. Et c'est mat. Et donc l'idée, c'était d'écarter cette dame en D3 qui défend le cavalier en F3. Donc sur fou A6 dans la partie, elle a joué dame D1, mais en fait dame D1 c'est déjà trop tard parce que les noirs peuvent continuer à poser des problèmes en jouant cavalier E3. Et là, après cavalier E3, il n'y a plus de suspense, on voit que ça se resserre autour du roi. Dans la partie, elle a joué tour prend E3, et après fou F1, le roi est coincé. Le roi ne peut pas sortir du réseau de maths. En fait, ce roi qui était en H3, qui pensait s'être échappé des problèmes, en fait, il s'est mis dans un réseau de maths et il s'est enfermé au bord de l'échiquier. On voit que ce plan, de monter le roi avec roi G7, roi H6 et roi H5, la joueuse blanche est complètement passée à travers cette idée-là, et elle se fait mater sur le bord de l'échiquier alors que elle pensait sûrement être sortie du réseau de maths. Au-delà de tout le motif tactique et de toute la combinaison qu'on a vue, ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit dans lequel elle joue avec les noirs. C'est-à-dire qu'elle a une position où elle peut accepter, en gros, une finale inférieure, essayer de défendre, mais sans grande chance de contre-jeu et surtout sans chance de gagner. Et là, à la place, elle préfère sacrifier une tour entière pour essayer d'aller à l'attaque du roi blanc, tout en sachant pertinemment que ça doit être bancal en termes de calcul, mais c'était pas si simple pour les blancs à trouver. Peut-être qu'il y avait aussi une histoire de
de problèmes de pendule ou enfin, de manque de temps pour les blancs. Et en fait, si l'adversaire n'a pas beaucoup de temps, qu'il y a des choix très concrets à faire, on a de grosses chances pratiques en foutant la pression, en mettant un coup comme Dame E3, où on met le roi l'adversaire dans la sauce, il y a des menaces partout. Et en fait, on dit à l'adversaire, débrouille-toi avec cette position hyper dangereuse pour ton roi, quoi. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour vos parties, vos blitz. C'est un très bon motif à répéter dans les cadences rapides, ça je pense, de jouer absolument pour le gain, de poser des problèmes concrets. Et je vous dis à bientôt.